Alors bonjour les amis de la forêt, alors aujourd'hui je vais vous parler de la Shoah par balle, c'est-à-dire l'extermination des juifs du RSS durant la guerre germano-soviétique de 41 à 45 par des Einsatzgruppen, par des commandos de la mort. Alors je rappelle déjà qu'Hitler, dans un discours du 30 mars 1941, devant un parterre de généraux et de maréchaux qui allaient participer à Barbarossa, avait annoncé la couleur et avait annoncé le côté exterminateur de la guerre qui s'annonçait et qui s'était traduite déjà par le fameux ordre dit des commissaires, édité en juin 1941, donc quelques semaines avant l'invasion, qui définissait des catégories de personnes à exécuter sans jugement préalable. Mais cette directive était générale et ne s'adressait pas spécialement au traitement des juifs du RSS. Car en effet, l'URSS avait la caractéristique de concentrer la plus grande communauté juive d'Europe, 5 millions de personnes, et qu'évidemment, ces juifs habitaient les régions occidentales, celles qui allaient être envahies par l'armée allemande, et que ça allait poser une problématique nouvelle pour les nazis et plus particulièrement pour la SS. Je rappelle que la SS était une organisation nazie dirigée par Heinrich Himmler, qui était le bras armé idéologique d'Hitler et qui sera chargé en fait du génocide du peuple juif. Himmler avait nommé en 1939 son adjoint Reinhard Heydrich, sur la photo en haut à droite, comme chef de l'office de sécurité du Reich, qui regroupait toutes les polices allemandes, dont la fameuse Gestapo, la police politique, mais aussi la Kripo et le SD, qui étaient les services internes de la SS, et que Reinhard Heydrich allait s'occuper de l'organisation, de la constitution de 4 Einsatzgruppen, le A, le B, le C et le D, qui allaient sévir en Russie. Alors la mission de ces Einsatzgruppen, elle avait été définie dans une circulaire du 5 novembre 1938, écrite par Heydrich lui-même. Et les missions de ces groupes d'intervention étaient avant tout sécuritaires, c'est-à-dire que ces Einsatzgruppen devaient neutraliser les personnes et les organisations hostiles au Reich dans les territoires nouvellement conquis. Donc à l'époque de cette première circulaire de novembre 1938, évidemment, on ne parlait pas d'extermination. En général, les opposants au Reich étaient arrêtés et emprisonnés dans des camps de concentration, le premier tristement célèbre étant Dachau. Heydrich allait préciser par contre et élargir la mission de ces Einsatzgruppen en URSS dans la ligne exterminatrice du Führer. Et dans une directive du 2 juillet 1941, diffusée auprès de ses subordonnés, les HSSPF, les chefs de la SS et de la police dans les futurs territoires occupés soviétiques, au nombre de 3, Heydrich allait élargir les catégories de personnes à exécuter. Globalement, tous les membres du Parti communiste de l'Union soviétique, et pas seulement les commissaires, comme dans la fameuse directive dite des commissaires de juin 1941, et enfin tous les juifs qui étaient fonctionnaires d'État ou qui travaillaient pour le parti. Donc, cette circulaire du 2 juillet 1941, destinée au HSSPF, au nombre de 3, élargissait considérablement les personnes à exécuter sans jugement préalable. Alors ces HSSPF, au nombre de 3 donc, il y a Hans Adolf Prüßmann, en bas, la photo en bas à gauche, qui au début s'occupait de la région de la Baltique. Il est connu aussi pour avoir été nommé adjoint d'Himmler, le Reichsführer SS, en septembre 1944, et pour avoir créé le Werwolf,
une organisation clandestine qui devait résister aux Alliés après-guerre. Prützmann s'est suicidé en 1945, comme son mentor, Heinrich Himmler, qui a été capturé par les Alliés et qui a croqué une capsule de cyanure. Le HSSPF de Russie centrale, dont la photo est au centre, Erich Vondeckbach-Zelensky, lui qui s'est surtout distingué en août 1944 lors de la répression de l'insurrection des résistants polonais à Varsovie, où avec ses troupes qu'il dirigeait, il a fait 200 000 victimes dans la population civile polonaise. Alors Vondeckbach-Zelensky, qui a été un des grands acteurs de la Shoah par balle, aussi en URSS, n'a pas été vraiment inquiété par les Alliés après la guerre, tout simplement parce qu'il a collaboré avec la justice alliée. Il a témoigné contre ses anciens supérieurs, et il a été libéré en 1949 par les Britanniques. Mais dans les années 50, il va être de nouveau arrêté par la justice allemande pour avoir été le commanditaire d'assassinats d'opposants communistes en Allemagne dans les années 30. Donc en fait, il va être condamné à de lourdes peines de prison. Il va décéder en prison en 1972, non pas pour son action génocidaire en URSS ou en Pologne, mais parce qu'il avait fait tuer en fait des opposants politiques allemands dans les années 30. Et d'ailleurs, l'Allemagne de l'Ouest à l'époque et les Alliés ont toujours refusé de l'extrader en Pologne et en URSS. Et enfin, le HSPF Frédéric Jekyll, qui a sévi d'abord en Ukraine, puis après il a remplacé Prützmann dans les pays baltes, très connu pour sa cruauté, qui va superviser notamment les grands massacres du ghetto de Riga dans les pays baltes et les dizaines de milliers de fusillés dans la forêt de Rumbula dans les pays baltes aussi. Jekyll va être arrêté par les soviétiques en 1945, condamné à mort en 1946, et il va être pendu à Riga, lieu où il avait commis tant d'exactions. Alors, au niveau des Einsatzgruppen, donc j'ai dit qu'il y en avait 4, le A, le B, le C et le D. En haut à gauche, vous avez la photo de Walter Stalecker, le commandant de l'Einsatzgruppe A, le plus meurtrier, 250 000 exécutions pendant l'année 41. Il a sévi dans les pays baltes, donc destruction du ghetto de Riga notamment et grand massacre de la forêt de Rumbula. Stalecker a eu une fin tragique. En mars 1942, il a été tué par des partisans soviétiques. Donc il n'a pas été jugé. Et juste à côté, au milieu, vous avez un beau jeune homme, malheureusement à la mission macabre, Viktor Haraš, qui est un laiton, qui s'est mis au service en fait de Stalecker, donc de l'envahisseur nazi, et qui avec ses hommes a créé le Sonderkommando Haraš, qui a été à l'origine de 50 000 exécutions dans les pays baltes. Juste pour préciser, un Einsatzgruppe était constitué de 2 Sonderkommando et de 2 Einsatzkommando. Et donc il y avait le Sonderkommando Haraš. Viktor Haraš, après la guerre, bon, ça n'est relativement sorti. Il a été libéré dans les années 40 après avoir fait de la prison. Mais il a été de nouveau arrêté dans les années 50 par la justice allemande. Il a été arrêté et condamné à la prison à vie. Il est mort en prison en 1978. Pour l'anecdote, un de ses adjoints, un autre balte, Herbert Kukurs, surnommé le boucher de Riga, lui a pu s'enfuir en Amérique du Sud en 1945, mais il a été assassiné par un commando du Mossad, les services secrets israéliens, en 1965 à Montevideo, la capitale de l'Uruguay. Je rappelle que les services secrets israéliens, au début des années 60, avaient enlevé à Buenos Aires une des chevilles ouvrières de la Shoah, Adolf Eichmann. Vous avez à côté la photo en haut à droite d'Arthur Nebe, ancien chef de la police criminelle allemande, la Kripo, chef de l'Einsatzgruppe B, beaucoup moins meurtrier que son homologue balte, puisqu'il n'a fait que 50 000 exécutions.
Bon, c'est énorme, mais par rapport aux 250 000 de l'Einsatzgruppe B, de A, ça reste modeste, entre guillemets, hein. La particularité de Neb, c'est que il va pas supporter sa fonction de commandant en chef des tueries de masse. Il va avoir même des problèmes un peu psychologiques. Il va d'ailleurs un petit peu dénoncer auprès de sa hiérarchie l'inhumanité du rôle qui lui est dévolu à lui et à ses hommes, qui étaient chargés d'exécuter toute la journée des hommes, des enfants, des femmes. Et notamment, il mettait en valeur l'impact dévastateur que ça avait sur la psyché de ces hommes. C'est d'ailleurs pour ça que par la suite, les SS vont essayer, entre guillemets, d'éloigner les bourreaux des victimes avec les chambres à gaz. Et Arthur Nebe va être demandé même à être relevé de ses fonctions en novembre 1941. Il va retourner à son ancien poste comme chef de la police criminelle, la Kripo, et il va même prendre langue avec la résistance allemande au nazisme. Il va participer au complot contre Hitler le 20 juin 1944, qui va échouer. Nebe va se perdre dans la nature pour échapper à la répression nazie, mais en janvier 1945, dénoncé par sa maîtresse, il va être arrêté et il va être exécuté à la prison berlinoise de Ploetzy en mars 1945. Dessous, la photo d'Otto Ratsch, le chef de l'Einsatzgruppe C, qui sévissait en Ukraine. Alors Otto Ratsch va superviser le plus grand massacre des Einsatzgruppen à Babi Yar, près de Kiev, où entre le 28 septembre et le 31 septembre 1941, donc durant 3 jours, 33 000 juifs vont être fusillés. C'est certainement le massacre le plus célèbre, et moi je me rappelle qu'il avait été narré dans la série américaine Holocaust, qui était passée à la télé française à la fin des années 70. Comme Neb, Otto Ratsch va avoir quelques problèmes un peu psychiques, ou alors des remords, je ne sais pas. Après le massacre de Babi Yar, il va demander d'être relevé de ses fonctions, et bon, il va être arrêté après la guerre, mais juste avant d'être accusé lors du procès des Einsatzgruppen, tenu en 1948, il va décéder de la maladie de Parkinson en prison. Alors, un de ses subordonnés, chef d'un Sonderkommando, Paul Blobel, aura le triste privilège d'avoir été le commandant qui a supervisé les fusillades à Babi Yar. Mais Blobel aura la particularité aussi, à partir de 1942, de travailler dans le cadre de l'action 1005 à faire disparaître toutes les traces des grands massacres des années 41 à 42 faits par les Einsatzgruppen. C'est-à-dire déterrer les cadavres des fosses communes et les brûler. Alors ça, c'est une caractéristique des génocideurs nazis, c'est la volonté de cacher leur forfait. Cacher leur forfait en employant un langage codé. Solution finale du problème juif au lieu de parler d'extermination, ou alors la circulaire d'Heydrich du 2 juillet 1941 qui ne parle pas d'extermination du peuple juif. Et les nazis ont essayé concrètement d'effacer toutes les preuves des grands massacres des années 41-42 en URSS, mais vont essayer aussi d'effacer les gazages dans les camps d'extermination en détruisant totalement un camp comme Treblinka par exemple, ou Sobibor, mais aussi Auschwitz, qui a été pratiquement complètement détruit. Heureusement pas complètement, puisqu'on a retrouvé des preuves du génocide dans ce camp de la mort. Paul Blobel, lui, va être jugé lors du procès des Einsatzgruppen en 1948, reconnu coupable, condamné à mort et pendu à la prison de Landsberg en 1951. Et juste à côté, certainement le plus connu des chefs d'Einsatzgruppen, alors Otto Ohlendorf, chef de l'Einsatzgruppen D, qui va être à l'origine de 90 000 exécutions en Ukraine aussi, notamment les grands massacres de Simferopol et de Nikolaïev, en collaboration avec la 11e armée, commandée par von Manstein. Preuve que l'armée de terre allemande savait ce qui se passait sur ses arrières et même a collaboré à l'organisation de ces massacres.
Je rappelle toujours qu'après la guerre, un certain historien anglais, Sir Basil Lidlhart, avait essayé de blanchir la Wehrmacht en disant que l'armée de terre allemande, en fait, ne connaissait pas les massacres commis à l'Est. Bon, en fait, on sait depuis les travaux de Goldhagen, d'Omer Bartov, que ce n'est pas vrai, et que dans ce cas-là, Ohlendorf avait même reçu la collaboration d'éléments de la 11e armée lors des grands massacres de Nikolaïev et de Simferopol en Ukraine. Ohlendorf est surtout connu pour son témoignage à charge au procès de Nuremberg à partir de janvier 1946, où il s'est retourné contre ses anciens supérieurs. Et d'ailleurs, c'est avec le témoignage d'Ohlendorf que la Shoah s'invite au procès de Nuremberg en janvier 1946. Mais malgré tout, malgré sa collaboration avec la justice alliée, Ohlendorf va être condamné à mort lors du procès des Einsatzgruppen en 1948, et il va être pendu en 1951 à la prison de Landsberg. Certainement, mais ça c'est mon hypothèse, parce qu'il n'a exprimé aucun remords lors de son procès des Einsatzgruppen en 1948. Il a expliqué sa pratique génocidaire, mais il n'a exprimé aucun regret. Et je pense que c'est ce qui lui a valu la mort. Contrairement à Vandenbach-Zelensky, le HSSPF de Russie centrale, qui lui a collaboré avec la justice alliée, a exprimé des remords et n'a eu qu'une peine de prison. Alors en conclusion, je tirerai 3 conclusions tirées de 3 livres. La première, je la tirerai de la biographie d'Heydrich d'Édouard Husson, qui émet l'hypothèse que les ordres des chefs nazis ont été beaucoup plus radicaux, les ordres oraux des chefs nazis ont été beaucoup plus radicaux que les ordres écrits. Et ça c'est clair, directive du 2 juillet 1941 d'Heydrich, des catégories de personnes à exécuter, mais on ne parle pas d'extermination des femmes et des enfants juifs. Chose qui se faisait à la base par les Einsatzgruppen. Donc Husson émet l'hypothèse que, à l'écrit, on ne parlait pas de l'extermination de masse, à l'oral, oui, certainement oui. Ça va dans la pratique du 3e Marche, de la bureaucratie SS, qui était de coder le langage et de ne pas exprimer, en tout cas par écrit, la réalité du génocide. Je citerai aussi Christian Ingrao, et je renvoie à son livre « Croire et détruire », les intellectuels allemands dans la machine génocidaire SS, qui dit qu'au niveau des Einsatzgruppen, on est passé d'une logique sécuritaire, et je renvoie à la directive de novembre 1938 d'Heydrich, à une logique génocidaire sur le terrain. Et ça c'est vrai. Et là aussi, je reparlerai du témoignage d'Ohlendorf au procès des Einsatzgruppen en 1948. Ohlendorf a témoigné que lors d'une entrevue avec Heydrich à Berlin en août 1941, ce dernier lui a donné l'ordre de tuer les femmes et les enfants juifs. Août 1941. Les propos d'Ohlendorf semblent confirmés par la visite du Reichsführer SS, Heinrich Himmler, à Minsk, qui a assisté le 15 août 1941 à l'exécution par fusillade des Juifs du ghetto de Minsk, en Biélorussie. Donc on peut affirmer que la logique génocidaire s'est véritablement officialisée en août 1941. Et enfin, avec Jean Lopez, et là je renvoie à son livre « La Barbarossa, la guerre absolue », dont j'ai déjà parlé dans ma première vidéo, la logique génocidaire nazie est intimement liée à l'opération Barbarossa. Avant le 22 juin 1941, les Juifs ne sont pas systématiquement exterminés, ils sont plutôt parqués dans des ghettos ou dans des camps de concentration. Après Barbarossa, c'est-à-dire après le 22 juin 1941, la logique génocidaire se met en place avec les Einsatzgruppen et la Shoah par balle, qui va déboucher sur la Shoah par gaz. Voilà, je vous remercie, à bientôt.